À 6312 km d'Abidjan, un petit bout de paradis sur terre. Un décor spectaculaire d'interminables plages de sable fin au bord d'une mer translucide. Sur le continent américain, dans les eaux de la Caraïbe, la Martinique et sa capitale, Fort-de-France. Une destination inattendue pour un rendez-vous improbable avec un des plus célèbres membres de la diaspora ivoirienne. Rendez-vous dans la plus haute tour de l'île française d'outre-mer. Ici, Serge Bilé est le plus connu de tous les Martiniquais. Car depuis 25 ans, il est le présentateur vedette du journal télévisé de la première chaîne de télévision locale. Un journal régional et international qu'il prépare tous les jours de la semaine sous la pression quotidienne d'un compte à rebours. On ne va pas passer le Gabon, celui-là, bilan économique, il ne va pas passer avant soir. J'ai pu comprendre que l'OFI TV Déclic risque de ne pas passer. C'est marrant, pourquoi le Mali n'est pas là? Je l'ai mis en bas. Laisse-moi te dire, petit garçon. Non, parce que moi... Faut pas toucher à mon conducteur. Ça fait gagner. Je sais, mais ça me perturbe. Parce qu'après, dis, appelle-moi. Avance un peu. Non, je cherche dans le conducteur de fond. C'est bon, ok, je vais me débrouiller. D'accord. Okay, mais en première partie, je t'ai déjà dit un petit peu ce qu'on risque d'enlever. D'accord, ok, pas de souci. Ok. Une course contre la montre pour ce journaliste parti de Côte d'Ivoire à l'âge de 13 ans, puis formé dans l'une des meilleures écoles de journalisme en France. Angèle, il est 30, je suis en retard. Aujourd'hui, il est à la tête d'un des plus longs journaux télévisés du paysage audiovisuel français. Chaque jour de la semaine, il doit passer près d'1 heure à l'antenne. 1 heure pour un présentateur, c'est énorme. C'est énorme chaque jour. Voilà. Quand on regarde TF1, France 2, ils ne font que 30 à 35 minutes de journal. Et nous, on fait 1 heure. Donc, comme il faut être bon du début jusqu'à la fin, c'est énorme. Donc, il faut se concentrer pour ne rien perdre, tout en restant zen une fois qu'on sera à l'antenne. 3, 2, 1, top. Bonsoir à tous, voici les titres du grand journal de ce soir. Affaissement impressionnant hier soir au Lamentin. La portion de voie qui passe derrière la Galeria s'est fissurée, présentant un danger pour les automobilistes. Les autorités ont décidé de la fermer à la circulation. Au menu de son journal, d'abord les nouvelles de la Martinique, que Serge Bilé délivre chaque jour, en faisant presque oublier aux téléspectateurs et à ses collègues en régie qu'il est originaire d'un pays très lointain, la Côte d'Ivoire. Ça fait tellement longtemps qu'il est ici, donc on ne sait même pas qu'il est... Du moins on sait qu'il est africain, mais on ne le considère pas comme un africain. Pour nous, c'est un Martiniquais, c'est un ami, c'est un journaliste du pays, quoi. Moi, c'est un Antillais, quoi, comme nous. C'est bon, je l'embête des fois, il parle créole, il me répond créole, on déconne des fois, mais jamais, ça m'a jamais traversé. Il est pleinement intégré parmi nous. Demain, vous avez rendez-vous à 18h45 pour les titres avec Cyriaque Sommier. Au revoir et bonne soirée. Et bien voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Bravo. C'est bien un petit calcul là. Bravo pour le calcul. Le fait d'être accepté comme ça montre à quel point le pays d'origine d'où vous venez a aussi des talents à produire et que ces talents peuvent se répandre n'importe où dans le monde entier sans que ça ne pose problème. Vous retrouvez demain dans une grande chaîne américaine, vous êtes accepté par les Américains, vous êtes, comment dirais-je, applaudi pour votre travail. Eh bien c'est ça qui est extraordinaire. Vous ne posez pas la question de vous dire « mais moi je viens de Côte d'Ivoire, c'est un petit... » Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et le fait que moi je me coule dans un moule ici et qu'on se dise « ben voilà, c'est notre présentateur qu'on aime », ben pour moi, ça veut dire que le talent made in Côte d'Ivoire, il s'exporte partout. Pas seulement pour moi, mais aussi pour d'autres qui peuvent être dans d'autres pays, que ce soit occidentaux ou éventuellement ailleurs, en Asie ou ailleurs. Des talents ivoiriens de la diaspora qui brillent dans le monde, des Antilles jusqu'à Bruxelles,
la capitale belge, au cœur de l'Europe. Une ville qui accueille ce jour-là une des voix ivoiriennes les plus reconnues de la scène musicale internationale. Elle s'appelle Isabelle Buisson, plus connue sous son nom d'artiste, Tia. Depuis 15 ans, elle court de concert en festival. Et dans cette salle bruxelloise, elle répète le spectacle qu'elle offrira dans quelques heures à plusieurs centaines de ses fans en Belgique. C'est une fois de plus apporter un petit peu de chez moi partout où je vais et puis essayer de représenter un maximum la Côte d'Ivoire et de représenter au mieux la Côte d'Ivoire parce que tant qu'à faire, je vais essayer de bien chanter ce soir. Avant chacune de ces prestations, une préparation où rien n'est laissé au hasard, à l'image de l'ambassadrice musicale de la Côte d'Ivoire qu'elle a choisi de devenir, même si elle aura passé 30 ans de sa vie en Europe. La Côte d'Ivoire, un pays où cette métisse est née d'un père français et d'une mère ivoirienne. Quand je suis arrivée dans le milieu du showbiz en 2004, tout de suite on m'a assimilée à une Antillaise. Le métissage, c'était juste inenvisageable, j'ai l'impression, puisque je suis arrivée quand même dans un créneau plutôt zouk. Et là, je devais dire aux gens, ben voilà, je viens d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire et tout. Et puis quand je disais ça, waouh, c'était la folie, quoi. Voilà, aujourd'hui, je fais du coupé-décalé, je suis vachement fière. Je viens d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire et puis quand j'arrive dans des endroits où on ne connaît pas forcément la Côte d'Ivoire, quand je preste aux États-Unis, quand je preste dans des pays comme ça où ils ne connaissent pas forcément et tout, bon ben voilà, je suis encore plus fière, je dirais, de parler de mon pays. Et puis on a des super représentants, effectivement, en termes de musique, oui, Magic System, généralement on connaît. Dans le sport, Didier Drogba, oui, on connaît. Puis là, tout de suite, on arrive, on percute et tout. Et puis voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, les vecteurs de... les personnes qui arrivent vraiment à... Les véritables porte-drapeaux d'un pays, ce sont les artistes, ce sont les sportifs. Voilà. Donc moi, ben, j'ai la chance et j'ai aussi c'est un devoir que je me donne d'aujourd'hui représenter mon pays, parler de mon pays, expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans mon pays. Et j'en suis tellement fière que voilà, c'est devenu naturel quoi, de le faire. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, mais je ne reviendrai pas avec la même tête, ça c'est sûr, puisque je risque d'avoir très chaud. Mais bon, ça ira. Allez. Voici pour vous, Tia. Allez, pima, pima, coupé, décalé, Tia, coupé, décalé, allez, rima, maman, tchakarabi. Tia, une de celles qui a contribué à l'essor international du coupé-décalé ivoirien, un genre désormais connu dans le monde entier grâce aux artistes de la diaspora comme elle. Merci beaucoup, je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée. Merci infiniment, à très très bientôt. Merci, merci. Et pour ces artistes ivoiriens de renom, Paris est une ville incontournable. Capitale d'une France où vit une bonne partie des quelques 1,2 million d'Ivoiriens de l'extérieur. Paris, la ville qui a donné à Tia la passion de la musique, celle qui lui a transmis la maîtrise du piano. La cité qui lui a inculqué dès le plus jeune âge le goût de la musique classique. Dès 8 ans, la jeune franco-ivoirienne a étudié au conservatoire pour n'en sortir que 10 ans plus tard. Paris, la ville de cœur de Tia, qui a pourtant décidé de la quitter il y a 5 ans.
elle n'y revient plus que pour des courts séjours, car aujourd'hui, elle préfère vivre à Abidjan, malgré une offre culturelle moins fournie qu'en France. C'est peut-être ça le petit bémol à la vie abidjanaise, c'est qu'en termes de culture et d'activité, il y a vraiment moins de choses qu'ici. Malheureusement, on a vite fait le tour à Abidjan. Donc bon, quand on est ici, quand on est de passage à Rueil, voilà, on s'amuse, on fait des trucs sur Paris, sur Rueil, un petit peu partout. Ça nous donne l'occasion de faire plein de choses. Revenir en Côte d'Ivoire, oser tout quitter pour rentrer, en faisant un pari sur l'avenir. Un rêve caressé par de nombreux Ivoiriens de la diaspora. Ce choix du retour, Marsène Ama l'a fait il y a un peu plus de 7 ans. À l'époque, elle faisait encore partie de la diaspora ivoirienne aux États-Unis, où elle a vécu pendant 19 ans. Aujourd'hui, elle se souvient encore du discours qui a déclenché ce retour, l'appel du président Alassane Ouattara lancé aux Ivoiriens de l'extérieur en mai 2011 à Paris. Et je vous demande de vous mettre au travail. Mais avant toute chose, je vous demande de rentrer massivement au pays. Après avoir entendu l'appel du président, j'ai décidé de venir en congé et venir voir. Quand je suis venue, mon mari m'a dit « Ah, mais profite pour voir si on peut faire tu peux faire un restaurant en Côte d'Ivoire. » Donc quand je suis venue, j'ai regardé, j'ai vu que dans la sécurité, les pays bougent. Donc j'ai décidé de chercher un endroit et c'est comme ça que je suis tombée sur l'endroit au plateau. Et j'ai décidé de rester et je suis restée. Aujourd'hui, Marsène ne regrette absolument pas d'avoir pris cette décision de revenir en Côte d'Ivoire. À quelques mètres de son domicile, le restaurant qu'elle a ouvert au plateau est devenu l'un des plus cotés du pays. Bonjour, monsieur Georges. Vous allez bien? Ça va. Presque chaque matin, le même rituel avec ses équipes, le passage en revue des commandes du déjeuner. 2 gogossou futuri, 2 batcheke, 2 pintades à l'oko. Ça, c'est pour le ministre, ça, ses invités, ils seront 3. Des clients, ministres ou banquiers, dans ce restaurant réputé accueillir à ses tables une certaine élite. D'où le briefing quotidien de Marsène, obsédé par la qualité de son service. Ici, là, vous savez que c'est mon bébé. Quand les clients, il faut que vous restez à côté. Parce que souvent, je vous vois, vous êtes plus derrière là-bas que vous ne voyez même pas ce qui se passe. Donc, eux, ils font ce qu'ils veulent. Quand les clients sont assis, vous devez venir. Au quotidien, Marsène surveille la rigueur de sa mise en place. Il faut toujours regarder. Tout regarder, une pratique tirée de son expérience américaine à l'époque où elle gérait des gargotes à Philadelphie, Washington ou New York, quand elle faisait encore partie de cette diaspora ivoirienne aux États-Unis. Un parcours qui lui est bien utile aujourd'hui à Abidjan. Georgie, c'est un peu ça. La diaspora a eu beaucoup d'impact parce que, étant aux États-Unis, le système là-bas fonctionne que quand tu vois, le patron est toujours dans son boulot. Il côtoie les employés, il est toujours dans le boulot. Donc c'est ce que je côtoie. Donc ça fait que les employés, ils ont accès à moi. Mon portable, tous les employés ont le numéro. Tout même le gardien. Et je vois que ça fonctionne. Ok Georges, à tout à l'heure. Je vais à Blocos. Et ses affaires marchent tellement bien qu'après avoir investi, dit-elle, près de 450 millions de francs CFA dans son restaurant du plateau, Marsène en a ouvert un second, de l'autre côté de la lagune, pour un montant annoncé de près d'1 milliard de francs CFA d'investissement. Gérante de petits snacks aux États-Unis il y a encore 7 ans, la voilà désormais à la tête de 2 restaurants huppés à Abidjan. Une success story à l'américaine qui lui a valu le prix d'excellence de la diaspora en 2018. Une récompense qui a fait d'elle une référence pour les Ivoiriens de l'extérieur, tentés par une envie du retour. Beaucoup me disent que je suis un exemple. Les exemples, les sources de motivation aussi. Sous moi, il y a au moins 5 personnes qui sont rentrées déjà.
Donc, au moins, il y a des gens qui veulent rentrer, mais d'autres ne sont pas encore chauds. En tout cas, je suis tout le temps en contact avec toutes les gens de la diaspora qui rentrent. On essaie de partager un plan ensemble et puis discuter, voir ce qu'ils veulent entreprendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Entreprendre. Comme Marsène, de nombreux autres Ivoiriens de la diaspora ont choisi de devenir entrepreneurs à leur retour au pays. De tenter cette aventure de l'entrepreneuriat qui ressemble parfois à un parcours du combattant. Dans ce cercle sportif, nous retrouvons un de ces jeunes entrepreneurs. Issouf Kamagaté, 36 ans, rentré en Côte d'Ivoire il y a 7 ans. Youssouf, ça va? C'est un maître. Il fait partie de ce club où se donnent rendez-vous tous les samedis matins ceux qu'on appelle des repates, des membres d'une diaspora de retour dans leur pays. Les amis d'Issouf se retrouvent chaque semaine ici pour leur séance de décrassage. On va faire comme les militaires, à gauche, gauche, demi-tour. Issouf a vécu pendant de nombreuses années aux États-Unis et au Canada, où il a notamment étudié le management des affaires. Mais il est aussi ingénieur en mécanique, d'où le garage automobile haut de gamme qu'il a créé à Abidjan il y a 3 ans, à l'époque où il s'est inscrit dans ce club de taekwondo. Commence 10, Diane 10, docteur 10. 9. Au-delà de la pratique sportive, pour Issouf, ce club est aussi l'occasion d'agrandir son carnet d'adresses. Un carnet indispensable aux porteurs de projets issus de la diaspora comme lui, qui reviennent souvent au pays sans disposer d'un vaste réseau professionnel. Un réseau qu'Issouf peut enrichir ici à chaque séance. 8, 9. Dans 2 semaines, je vais passer te voir parce que je voulais voir comment est-ce qu'on peut parler de l'entretien de ton parc auto. On se réunit régulièrement avec les administrateurs, donc je verrai de toute façon, il n'y a pas de souci. J'ai presque envie de dire que chez moi, tu es chez toi. Ah, merci, c'est gentil. Je t'appelle, ou je t'arrive pas à te voir, je t'envoie un SMS. D'accord, avec plaisir. Avec plaisir. Ça m'a permis d'avoir des connexions. Ça m'a permis d'affûter mes armes en tant qu'entrepreneur. Ça m'a permis d'avoir quelques bonnes affaires. Ouais, quelques bonnes affaires, il faut le dire. Quand tu discutes de personnes qui ont vécu le même cas que toi, qui expliquent comment est-ce qu'ils s'en sont sortis, qui expliquent comment est-ce qu'ils ont dirigé leurs différentes entreprises, comment est-ce qu'ils sont partis du bas pour remonter la pente, évidemment, ça apporte beaucoup. Pour trouver de l'espace à Abidjan et pouvoir installer son atelier automobile, Issouf a choisi ce terrain, dans la commune de Riviera. Derrière ce portail volontairement discret, le garage qu'il a toujours rêvé de créer. Un projet mûri quand il étudiait encore à l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. De retour en Côte d'Ivoire après un master en informatique obtenu aux États-Unis et un autre en management des affaires acquis au Canada, il s'est lancé à la conquête du marché de la réparation automobile. Sa stratégie, la qualité du service client bien entendu, mais surtout des prix compétitifs. De quoi lui permettre d'être plus attractif que les grands concessionnaires historiques et de proposer un meilleur service que les petits garages de quartier. Ok, bien nouvelle de M. Diomandé. Pour ce qui concerne la BMW de M. Diomandé, nous sommes à la recherche de la membrane d'air et membrane de turbo. Et comme je vous l'avais signifié à la réunion, nous n'avons pas pu trouver la pièce, donc il y a lieu de passer une commande. Et tout à l'heure, nous verrons avec la responsable du service achat pour la commande de la pièce. Et puis faites plusieurs options. Je veux que vous m'établissiez option B, C, D. Si ça ne marche pas, on fait ça. Si ça ne marche pas, on fait ça. Pour qu'on puisse avancer là-dessus. Moi, ce que je leur apporte, c'est une vision 360 degrés de l'affaire. Donc, il y a des petits trucs sur lesquels ils peuvent bugger, ils
peuvent se bloquer parce qu'ils voient seulement dans un seul sens. Mon apport, c'est plus dans les solutions. Je veux un point détaillé par catégorie des véhicules. Hein. Qu'est-ce qui est fini, techniquement fini, je vais dire, dont on en attend de bonnes commandes pour livraison. Qu'est-ce qui a été livré, dont on en attend de bonnes commandes pour facturation. Qu'est-ce qui a été livré, facturé et dont on en attend de paiement. Les délais de paiement parfois rallongent, une obsession quotidienne pour cet entrepreneur qui a découvert l'environnement économique local à son retour en Côte d'Ivoire en 2012. Un retour qui pour lui a été plutôt douloureux. Quand je suis rentré au pays, je me suis confronté à la réalité du pays. C'est difficile quand tu reviens du pays, surtout quand tu n'es pas accompagné. Moralement, c'est compliqué. Physiquement, c'est éprouvant. Ça joue même sur ton état d'esprit, sur toute ta psychologie. Nous n'avons reçu aucun accompagnement d'aucune structure bancaire, financière, etc. etc. On s'est confronté à un problème de fonds de roulement. Parce qu'une activité pareille a besoin d'un fonds de roulement assez conséquent. Voilà. Et on s'est rapproché de certaines institutions bancaires. Et la réponse qu'on a reçue, c'était non, 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 non. Issouf finira par lancer son entreprise sur fonds propres, en puisant dans ses économies réalisées lorsqu'il était à l'étranger et en comptant sur l'appui de sa famille. Mais avant de se lancer dans l'entrepreneuriat à son retour de Côte d'Ivoire, il a d'abord dû travailler comme salarié dans une grande entreprise de la place. Un emploi qu'il a mis plusieurs mois à trouver malgré tous ses diplômes et ses qualifications. Son statut d'Ivoirien de la diaspora ne lui a pas forcément facilité la tâche. Je suis resté au chômage entre griffes pendant quelques mois. J'ai déposé des CV un peu partout. J'ai fait des entretiens au cours desquels souvent on me disait monsieur, vous avez trop de diplômes, monsieur, si vous venez chez moi à l'entreprise ici, vous allez prendre ma place. J'ai déposé un CV avec certains de mes diplômes que j'ai dû supprimer pour pouvoir avoir accès à ce premier emploi-là. Aujourd'hui, le jeune homme ne jure plus que par l'entrepreneuriat et scrute d'autres opportunités d'investissement, y compris ici, dans l'arrière-pays. Dans cette région d'Azaguié, Issouf vient d'acquérir 5 hectares de terrain sur lesquels il entend ériger son futur projet de grande ferme agro-pastorale. Oui, mais c'est correct. Ça va bien? Oui, ça va. Et ici, ça va? Oui, ça va. D'accord, merci. Une exploitation d'une centaine de volailles et de têtes de bétail qu'il n'aurait jamais pu initier s'il était resté aux États-Unis ou au Canada. Je veux l'espace ici pour faire le hangar, et puis la maison des campagnes. Et puis les cultures, ça peut prendre tout ici pour remonter après les bâtiments. Non, là, on a préféré ne pas faire de culture pour éviter que les produits qu'on va utiliser ne nuisent aux animaux. Ah, d'accord, ok. D'accord. L'Américain ou le Canadien moyen ne peut pas se permettre d'avoir une ferme. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là, je suis rentré, parce qu'il y a beaucoup de possibilités ici au pays, d'énormes opportunités. La Côte d'Ivoire n'est pas autosuffisante en ressources animales. La Côte d'Ivoire n'est pas encore autosuffisante en ressources vivrières. Et nous avons l'espace, nous avons le climat, nous avons des ressources naturelles pour pouvoir arriver à cette autosuffisance en ressources animalières et vivrières. Au même moment, à quelques kilomètres de là, toujours dans cette région d'Azaguié, un homme fait figure de pionnier dans les projets d'investissement menés par les Ivoiriens de la diaspora.
De formation, André Bromansa est un ingénieur en télécommunications, mais depuis quelques années, il s'est transformé en entrepreneur dans l'agroalimentaire. Voilà 22 ans qu'il a décidé de revenir vivre en Côte d'Ivoire, de quoi lui donner un recul nécessaire pour faire un constat amer. Toujours trop peu d'investissement de la diaspora ivoirienne dans son pays. Concernant la diaspora, en fait, moi je peux parler de la diaspora, enfin de celle qui est rentrée, de cette diaspora dont je faisais partie et qui est rentrée il y a quelques années. Je trouve, c'est un avis personnel, mais je trouve que nous ne contribuons pas suffisamment, nous ne participons pas suffisamment au développement actif du pays. Nous sommes nombreux à être rentrés avec un niveau d'études élevé, avec des positions dans des entreprises. Mais pour la plupart d'entre nous, nous restons encore salariés, entre guillemets. Je veux dire, il y a très peu de gens de ma génération, la cinquantaine, qui sont vraiment dans les affaires, qui investissent dans le business localement. Oh, Jules. Hey, tu es là? Ça va? Ouais. Oui, ça va. Bon, on vient voir ton arabica. J'espère que c'est bon. Les photos là sont vraies. Ouais, c'est du vrai. Bon, alors on y va. On va voir. On va voir ça. Pour les Ivoiriens de la diaspora de retour, investir dans l'agriculture reste un bon filon. André a ainsi lancé il y a 3 ans la première marque de café 100% made in Côte d'Ivoire. Ça c'est rouge. Normalement ça tu peux manger. Oh, c'est bon. On va aller voir tout à l'heure. Ce franco-ivoirien vise le marché international en positionnant la Côte d'Ivoire comme un producteur de café équitable. Une stratégie qu'il mène fort de son expérience occidentale, mais aussi de sa connaissance des marchés internationaux. Des marchés qui sont de plus en plus demandeurs de produits issus d'une agriculture respectueuse des planteurs et de l'environnement. Ça fini? Ça c'est trié déjà? Oui. C'est propre, hein? On est toujours sur le même principe, c'est de rétribuer les planteurs à leur juste valeur. Enfin, les produits à leur juste valeur. Donc nous, on ne discute pas vraiment du tarif. Le planteur nous donne son tarif. Bon, il y a un tarif minimum qui est le tarif du conseil. Et après, lui, il nous dit, bon voilà, on a tel prix au kilo. Et nous, on le rétribue au kilo. Ça leur permet de vivre de ces productions-là. Et ça fait vivre toute une économie locale. Les planteurs, les pisteurs, les dames qui trient, qui font le séchage, et ceux ensuite qui travaillent à l'usine, ceux qui stickent nos emballages. Non loin, un écrin de verdure. Sur cette terre familiale, André a installé sa propre usine de transformation de café. Donc, c'est ça. En Côte d'Ivoire, seulement 20 à 25% de la production est transformée localement et exportée en café en poudre. Transformer le café ou le cacao, une potentielle aubaine économique pour des investissements d'Ivoiriens issus de la diaspora. La transformation, une révolution agricole capable de faire du pays un exportateur de produits finis à forte valeur ajoutée. Une perspective sur laquelle compte André, lui qui a vécu à l'étranger et qui connaît les besoins des pays où il a séjourné. Ce qui est surtout pas mal, c'est de pouvoir reconquérir le marché d'où l'on vient, le marché européen, avec un produit qui est développé en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment, effectivement, c'est une grande fierté de pouvoir inventer des nouveaux processus qui sont destinés en fait à l'export principalement. On a commencé par l'Afrique du Sud, qui est un marché qui est semblable au marché européen en termes de quantité de consommateurs, nombre de consommateurs de marché. Et donc là, on commence seulement maintenant à exporter. Donc là, ça c'est un produit qui part en Afrique du Sud. Il y a un conteneur de 20 pieds qui part. Et puis après, il y a les pays européens qui vont arriver. C'est déjà une grande fierté d'exporter le premier conteneur de coffee en Afrique du Sud. On espère que ça ne va pas être le dernier. Et l'exportation n'est pas le seul défi qu'André Bromansa a décidé de relever. Dans le quartier des affaires du plateau, l'entrepreneur vient d'ouvrir ce magasin pour vanter sa marque de café. Un showroom à l'occidental qui va lui servir de vitrine pour séduire les consommateurs ivoiriens, le grand marché dont il rêve.
Pour les clients qui veulent commander. Sur le quinquilibre, on n'en a pas en stock. Il n'y en a plus. Ce jour-là, le promoteur s'apprête à recevoir la visite d'hommes d'affaires américains de passage en ville et venu tester ces étonnantes saveurs. Sorry? Robusta beans? Yes, we use Robusta beans and Arabusta beans. Arabusta is an hybrid. Okay. It's not a blend. It's an hybrid. Okay. Yes. You can only find it in Côte d'Ivoire. We have, comment on dit brevet? We have the patent. I'm a weak man. Oh. Ah, et le café est très bien. Cet Américain dit espérer pouvoir acheter ce café un jour aux États-Unis. Trouve le goût corsé, un goût fantastique. Mais le promoteur a une toute autre ambition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Transformer les Ivoiriens eux-mêmes en gros consommateurs de café comme en Europe. Ouvrir des établissements de café, populariser sa consommation, autant de projets qui pourraient intéresser les Ivoiriens de la diaspora sur le retour. Une diaspora à laquelle André réserve quelques conseils pour surmonter le mur de l'argent et pouvoir se financer. Ce que je pourrais conseiller aux entrants, à ceux qui rentrent, c'est d'essayer de déjà créer quelque chose, d'essayer peut-être de créer des boîtes là-bas et des filiales ici et de voir comment ils peuvent bénéficier de financement à travers des réseaux qu'ils auraient créés à partir de l'étranger. C'est beaucoup plus simple. Lever des fonds en Europe, ce n'est pas très compliqué avec un projet structuré. Ici, que le projet soit structuré ou pas, c'est extrêmement compliqué. Donc on perd beaucoup de temps. Le principal problème quand on commence, c'est on trouve les ressources humaines, on trouve les marchés, on peut les construire. On a le savoir-faire, on a l'envie de travailler, tout ça on peut le faire, mais on n'a pas d'argent. Et c'est très compliqué de lever des fonds parce que notre système bancaire, les systèmes de financement ne sont pas du tout adaptés ni aux start-up, ni aux entreprises récentes, naissantes, qui sont plus des start-up, mais pas tout à fait des entreprises en plein envol. Mais créer des entreprises n'est pas la seule motivation des Ivoiriens de la diaspora qui ont choisi de revenir au pays. De retour de Paris, nous retrouvons la chanteuse Tia dans la frénésie de la circulation d'Abidjan. Là, on est en chemin pour aller chez une styliste avec qui je travaille énormément ici. Abidjan, une ville où elle recommence peu à peu à retrouver ses repères, à redécouvrir le charme du trafic local. Quand je suis arrivée ici, alors c'était compliqué, hein. C'était très très compliqué et malheureusement, alors ça je devrais pas le dire, mais malheureusement, je crois que ma conduite s'est un petit peu dégradée depuis que je conduis ici à Abidjan. Et j'ai le problème quand je rentre à Paris, quand je retourne en France, j'ai un petit peu cette difficulté, c'est que je suis obligée de réadapter ma conduite. Vous voyez ? Donc non, c'était un petit peu chaud au début, mais finalement on s'y fait. Hein, et puis voilà, j'ai appris à vraiment appréhender ce que les autres allaient faire. Hein, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de Wow, les chauffeurs de Baka. Il faut vraiment les avoir à l'œil, mais après sinon ça va, ça va. On s'y fait. Ce jour-là, Tia a rendez-vous au Vallon dans la commune de Cocody. C'est dans ce quartier résidentiel que s'est installée sa styliste, Issande. Salut! Salut ma chérie! Ça va? Bien et toi? Ouais, super, fatiguée, je cours, mais bon, ça va. Issande tient à montrer à Tia ses dernières créations. Une nouvelle collection qui fait la part belle aux textiles ivoiriens et africains. J'ai un truc super sympa qui vient de sortir. Pour peut-être une interview, un truc comme ça, ouais, ça peut être... ouais. C'est la bonne taille en plus, tu vois. Si elles sont si complices, c'est surtout parce qu'elles sont liées par une histoire commune. Celle d'un retour au pays natal. Car Issande fait aussi partie de cette diaspora revenue en Côte d'Ivoire. Elle aussi a vécu et fait ses études en France avant de se décider à rentrer. Et très souvent, ce retour compliqué occupe les conversations entre les deux jeunes femmes. Ta jolie taille. Merci, blague-moi, tu as raison.
On a exactement les mêmes défis parce que quand on est à l'étranger et qu'on revient, il y a certaines réalités du terrain, on y fait face et quand on se rencontre entre nous, on partage cette expérience en fait. Et le fait de discuter entre nous, ça nous permet de se soutenir et de se dire bon ok, on n'est pas tout seul. Allez, merci. Et merci puis, à toi. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Et je te raccompagne. Merci. De retour en Côte d'Ivoire, Tia a voulu se trouver un travail. On y va. Les casques, s'il vous plaît. Quand elle n'est plus sur scène, la chanteuse est toujours devant un micro, mais cette fois-ci Allô, 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 bonsoir. en animatrice radio. Oh là là, je sens la joie et la bonne humeur. Hein. Dans les locaux d'une des plus importantes stations du pays, Tia est à la tête d'une équipe de jeunes talents. 4 jours par semaine, elle présente cette émission humoristique. Moi, je m'appelle Tia et Paulus est avec nous. Salut mon popo. Salut Mati. Ce nouveau défi professionnel, loin des feux de la rampe, l'artiste l'a vécu avec une certaine appréhension, avec la peur de rater son retour au pays, une peur partagée par les repattes comme elle. Moi, je ne vous cache pas que dans mon cas, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas finalement... est-ce que les gens ne vont pas voir ça comme une régression? Mais pas du tout, pas du tout. Parce que je crois que ce que je fais aujourd'hui, il y a plein de gens qui aimeraient le faire. Il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas d'autre choix que de chanter ou que d'être sur scène. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire autre chose. J'ai eu la chance d'avoir su saisir ces opportunités qu'on m'a proposées. Et voilà, c'est un tout. C'est saisir les opportunités, c'est être capable aussi d'oser faire autre chose, des choses pour lesquelles on n'était peut-être pas prédestiné. C'est se remettre en question et puis se dire bon ok, je reviens, mais il va falloir il faut que je fasse quelque chose. Pour sa capacité à offrir des opportunités de retour à sa diaspora, un pays du continent est en général cité comme le plus avancé en la matière. Depuis plusieurs années, le Maroc a mis en place des politiques destinées à ces quelques 2 millions de ressortissants vivant à l'extérieur de ses frontières, baptisés ici les Marocains du monde. Une diaspora incitée à rentrer au pays pour venir investir dans la dynamique économie du royaume. Anaé Bezad fait partie de cette jeune diaspora marocaine qui ne fait vraiment plus la différence entre les opportunités de sa vie d'avant en France et celles que lui offre désormais le Maroc. Bonjour. Comment ça va? Il y a 2 ans, à 29 ans, elle est rentrée à Casablanca pour monter une start-up, une jeune entreprise numérique dont les locaux se trouvent dans cet espace de travail en commun. On fait le point et puis j'aurai quelques appels et puis après nous on se fait une grosse réunion. Ça t'empêche pas d'avancer, hein. Tu avances d'ici là parce qu'il est possible que ça prenne un tout petit peu plus de temps, l'échange. Ok. Dans cet espace dédié aux nouvelles technologies numériques, elle propose une formation de 9 semaines pour apprendre le langage informatique qui sert à programmer des sites et des applications. Un programme de codage inédit au Maroc, à qui elle fait bénéficier de son expertise acquise à l'étranger dans ce secteur pointu. Ce programme, lorsque je l'ai mis en place ici au Maroc, était très nouveau parce qu'il n'y avait pas de formation de coding. Il y a des écoles traditionnelles d'ingénieurs et c'est comme ça qu'on enseignait la programmation informatique, mais il n'y avait pas de programme pour vraiment devenir développeur directement. Et certainement pas de programme international. Donc l'avantage, voilà, c'est que ça a permis d'enrichir cet écosystème, de le poser sur une map monde en réalité. Aujourd'hui au Maroc, il y a de plus en plus d'intérêt sur la question de l'innovation. Il y a des petits réseaux de business angels qui sont en train de se constituer et fort heureusement parce que en fait, il y a des investisseurs potentiels. J'ai eu beaucoup de discussions dans ce sens avec des Marocains de la diaspora en Allemagne, aux États-Unis, qui ont réussi et qui disent être attachés au développement de leur pays et qui pensent pouvoir réinvestir au Maroc. Des investisseurs de la diaspora qui misent sur des profils comme celui d'Anaé.
Elle partage ses locaux flambant neufs avec d'autres créateurs, un écosystème attractif pour encourager les jeunes Marocains de l'extérieur à revenir au pays. D'autant plus que les géants de la technologie viennent directement leur proposer des collaborations sur place. Par exemple, la semaine prochaine, on reçoit une équipe qui vient de la Silicon Valley, une équipe de Facebook qui vient discuter avec mes équipes et moi, et mes anciens, de comment la tech peut favoriser la réduction des inégalités au Maroc. Donc on est très contents. Ces dernières années, le Maroc a multiplié les instruments pour accompagner le retour de sa diaspora, forte de 4 à 5 millions de personnes, une des plus importantes du continent. Des fonds d'investissement dédiés, des réseaux d'entrepreneurs ont été créés au bénéfice de ces Marocains résidant à l'extérieur. Depuis son retour de France, Anaé vit dans cet appartement et milite pour que l'argent envoyé par les Marocains de l'étranger serve à mieux financer les projets de ceux qui sont rentrés. Une manne de près de 4 000 milliards de francs CFA transférés par la diaspora chaque année. La diaspora marocaine renvoie beaucoup de capitaux au Maroc. Nous, en rentrant, on ramène du capital humain, très fort. Si je dois vous dire sincèrement, depuis 2 ans, il y a au moins 150 personnes qui sont venues au Maroc qui ne seraient pas venues au Maroc s'ils ne me connaissaient pas. La diaspora, c'est une richesse extraordinaire pour les pays d'accueil et les pays d'origine. La diaspora, c'est pratiquement mieux que la diplomatie en réalité. Parce que finalement, chacun est un peu ambassadeur de son pays. La diaspora, elle est à chouchouter. Si le Maroc est un pays pionnier sur la gestion de sa diaspora, le Ghana, lui, est celui qui en a fait une priorité nationale depuis quelques mois. Pour inciter ses filles et ses fils à revenir participer au développement de la nation, faire fructifier leurs investissements, enrichir ses quelques 30 millions d'habitants, le Ghana multiplie les initiatives pour séduire ses diasporas sous le regard de Kwame Nkrumah. Depuis début 2019, le pays célèbre officiellement l'année du retour. Le retour des Ghanéens partis vivre à l'étranger, mais aussi celui des diasporas plus anciennes, celles des descendants d'esclaves, dont les premiers sont partis du fort prison de Cape Coast pour l'Amérique, il y a déjà 400 ans. Des Noirs américains revenus dans la mère patrie, comme Cicely Williams. Elle a tout quitté en mai 2017, les États-Unis, sa ville natale de Chicago, pour s'installer ici, sur la côte africaine. En réalité, c'était tellement superbe d'être ici, là où nos ancêtres ont vécu. Mon premier voyage date de 2007, mais en revenant encore et particulièrement en 2013, quand je suis venue enseigner dans une école internationale, c'est là que j'ai vu cette croissance. J'ai vu le boom économique du Ghana entre 2007 et 2013 et à ce moment-là, j'ai réalisé que je pouvais venir m'installer ici et faire ce que je faisais déjà aux États-Unis. Mais cette fois, au Ghana, et que je ressentais de la paix intérieure, que je me sentais en sécurité. Je n'étais plus en sécurité aux États-Unis. Au Ghana, on estime à déjà près de 5000 le nombre d'Afro-Américains venus s'installer dans le pays, contribuant à la croissance qui s'établit à plus de 7% depuis de nombreuses années. À Accra, Cicely a ainsi ouvert un restaurant qui propose des menus américains certes, mais de plus en plus de plats ghanéens. Et elle a fini par convaincre toute sa famille américaine de la suivre dans sa nouvelle vie ghanéenne, si loin de leur Amérique. Pour nous vivant aux États-Unis, on savait comment tout le monde adore les ailes de poulet. Et c'est très vite devenu très populaire ici au Ghana. Donc on a commencé à faire des ailes de poulet, du riz, avec des frites d'igname. Et maintenant, ça a grandi avec beaucoup de menus locaux. Ça marche vraiment très bien et nous sommes si heureux de construire notre famille ici à travers l'entrepreneuriat.
Faire revenir tous les enfants du Ghana, une politique officielle définie depuis le plus haut sommet de l'État. Au palais présidentiel, un service de la diaspora a été spécialement créé pour accompagner cette stratégie du retour. Son directeur parcourt le monde pour inciter les Ghanéens de l'extérieur à rentrer, conscients du potentiel économique de ce capital humain pour le pays. Le fait est que les êtres humains sont des ressources, dit-il. Des ressources qui peuvent être utilisées pour le développement. Des ressources que nous voulons avoir. Ces gens ont vécu à l'extérieur toutes ces années, ont acquis des compétences diverses. Ils ont un réseau d'amis, des amis qu'ils peuvent ramener ici, et certains ont des accès à des capitaux, certains ont des qualifications particulières qu'ils peuvent faire prospérer ici, ou alors lancer des affaires pour offrir des possibilités d'emploi aux gens ici à la maison. Donc, il y a toutes sortes d'avantages à voir revenir ces gens de la diaspora, et c'est ce que nous cherchons à accomplir ici. De ces côtes meurtries ghanéennes ou ivoiriennes, d'où partirent tant d'esclaves, jusqu'aux rivages des Caraïbes, où ils furent exploités. La diaspora d'aujourd'hui tente de transformer cette mémoire douloureuse en autant d'atouts pour les pays africains. Mais il est sûr que sur le littoral de Côte d'Ivoire, la réaction ne sera pas la même. On aura des couleurs différentes, on aura des... C'est ça qui est intéressant. En Martinique, nous retrouvons Serge Billet qui rêve depuis de nombreuses années de reproduire en Côte d'Ivoire ces statues sculptées par son ami Laurent Valère, en souvenir d'un bateau négrier venant d'Afrique de l'Ouest et qui a coulé sur cette falaise en mettant le cap sur l'Amérique. Les statues ont été faites de façon à être orientées vers le Cap 110, vers le golfe de Guinée. C'est-à-dire que quelque part, là-bas, il y a l'Afrique de l'Ouest. Quand on dit golfe de Guinée, on pense aussi à tout le reste. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas loin. Et puis en plus, nous avons un lien très fort entre la Côte d'Ivoire et la Martinique depuis que nous avons initié ces échanges en 1995. Ça ne date pas d'aujourd'hui, avec l'adoubement aussi d'Aimé Césaire, que je rencontrais souvent ici quand je venais. Il venait lui aussi parce que c'est un lieu qui lui parle et qu'il aime beaucoup. Et donc nous avons ce lien direct et donc naturellement, travailler à la reproduction de ces statues, c'est donner à la fois une visibilité à une histoire dont on ne parle pas beaucoup, c'est donner aussi un lien direct avec cette diaspora antillaise, donc quelquefois avec laquelle il y a des malentendus. Le fait que des statues soient faites ici et qu'elles aillent là-bas, c'est une symbolique très très forte. Tu as 30 millions de Noirs américains aux États-Unis, je pense qu'il y a plus de 20 millions dans la Caraïbe. Ça fait du monde, fait du monde. Et dans ce marché, il y a beaucoup de gens qui ont les moyens de voyager. Et parmi leurs destinations favorites, principales, c'est juste la communication qu'il faut faire, c'est l'Afrique. C'est la recherche de cette fameuse ancestralité. Des millions de potentiels visiteurs de la diaspora afrodescendante. De quoi développer le tourisme mémoriel qui rapporterait des centaines de millions de francs CFA à l'économie ivoirienne. Le tourisme mémoriel qui nous concerne, c'est quelque chose aussi qui nous permet non seulement de nous réapproprier cette histoire, mais aussi de prendre une revanche sur l'histoire en trouvant les moyens de pouvoir partager quelque chose autour de ça. L'histoire. Une richesse encore peu utilisée. Un filon encore peu exploité au sein de cette diaspora africaine évaluée entre 170 et 200 millions d'individus dans le monde et désormais considérée comme la 6e région d'Afrique.